Donc, bonjour à tous, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour le dernier épisode de la boîte à questions du concours ePhD. Je suis Lola Laurent, je suis chef de projet du concours ePhD au sein de l'équipe Deep Tech de BPI France et c'est moi qui ai l'honneur de présenter ce dernier webinaire aujourd'hui. Donc avant toute chose, qu'est-ce que c'est la boîte à questions ePhD? En fait, c'est une mini-série de 3 webinaires qui visent à répondre aux grandes questions que peuvent se poser les chercheurs intéressés à l'entrepreneuriat. En décembre 2020, on a fait un webinaire de présentation du concours et on a eu beaucoup de questions de doctorants, de jeunes chercheurs sur l'entrepreneuriat deep tech en général. Et on a choisi 3 grandes thématiques parmi ces questions et on les a transformées en webinaires. Donc, on a fait un premier webinaire qui s'est passé au mois de janvier sur la valorisation, l'entrepreneuriat et comment l'écosystème deep tech peut accompagner les porteurs de projets. Et un deuxième webinaire sur comment se rémunérer quand on lance sa startup. Le troisième webinaire qui a lieu aujourd'hui et qui est le dernier webinaire de cette série touche à la place des chercheurs dans la startup deep tech. Et on accueillera pour ça 4 personnes même 5 personnes qui vont témoigner de leurs expériences diverses. Avant de passer à ces témoignages, je vais prendre à peu près 10 minutes pour vous présenter le concours et ses modalités. Et il ne faut pas oublier que si vous avez des questions, il y a un onglet dédié, questions, qui vous permet en fait de poser vos questions. Voilà, il y a déjà une première question et je vous vois tous dire bonjour, donc c'est que vous êtes là, on est déjà plus de 80. Donc je vous propose de démarrer par la présentation du concours ePhD. Donc pourquoi existe le concours ePhD? En fait, on est parti d'un constat simple qui sort d'une étude qu'on a menée en 2019 avec PhD Talent. En fait, chaque année, il y a environ 15 000 doctorats qui sont délivrés. Et parmi ces 15 000 jeunes docteurs, il y a 44% d'entre eux qui envisagent la création de start-up comme une possibilité de carrière. Donc c'est un vivier finalement de futurs entrepreneurs qui est assez énorme. Cependant, seulement 20% d'entre eux se sentent encouragés à valoriser leurs travaux de recherche et 66% d'entre eux ne connaissent pas de structure d'accompagnement. Donc le concours ePhD, en fait, il a été lancé en 2019 par l'État et il vise à remplir en fait 3 objectifs. Le premier, c'est d'encourager nationalement les doctorants à tester le potentiel concret de leurs travaux de recherche. Le deuxième objectif, c'est bien sûr de soutenir et d'accompagner ces doctorants dans le premier pas de leur projet. Et enfin, de créer une communauté d'excellence de chercheurs entrepreneurs. Le concours ePhD, en fait, c'est un concours qui a été lancé par l'État, qui est opéré par BPI France et qui fait partie d'un continuum de concours d'innovation que vous connaissez déjà peut-être. Le concours ePhD, c'est vraiment la première brique. Il s'adresse à des chercheurs ou à des doctorants qui souhaitent vraiment valoriser leurs travaux de recherche par la création de start-up. Ensuite, il y a le concours eLab, qui est déjà un concours d'innovation très connu. Je crois qu'on est à la 23e édition cette année, qui lui va s'adresser plutôt aux porteurs de projets innovants qui vont souhaiter vraiment accélérer la création de leur start-up. Et enfin, il y a le concours Innove, qui lui va s'adresser à une start-up ou à une PME innovante qui souhaite financer un projet de R&D à fort potentiel. Donc voilà comment se traduit le continuum des concours d'innovation. Le concours ePhD, il faut vraiment le voir comme la première marche des concours. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, déjà, c'est à qui s'adresse le concours ePhD. Donc, le concours, pour candidater au concours ePhD, il faut remplir quand même certains critères. Si vous n'êtes pas éligible cette année, c'est pas grave, le concours est reconduit chaque année. Donc, les prérequis pour participer, déjà, il faut être un jeune chercheur minimum en 2e année de thèse ou un jeune docteur qui a soutenu sa thèse depuis moins de 3 ans. Il faut que vous soyez vraiment entre ce laps de temps. Il faut que vous portiez un projet qui est basé sur une technologie innovante et qui est rattaché à un laboratoire de recherche. Et il faut que vous soyez soutenu par un organisme de transfert technologique. Ça peut être une SAT, ça peut être la filiale d'un organisme de recherche.
Et il faut que vous soyez accompagné dans le cadre soit d'un projet de prématuration, soit d'un projet de maturation, où il peut y avoir, par exemple, un soutien financier à travers la prise en charge du salaire du chercheur pendant quelques mois, un soutien ou un coaching à la structuration de projet, etc. Donc voilà les prérequis qu'il faut remplir pour pouvoir candidater au concours ePhD. Ensuite, ce qui nous intéresse, et ce qui, je pense, vous intéresse aussi beaucoup, c'est finalement qu'est-ce qu'on gagne quand on est lauréat du concours ePhD. Alors, on va gagner plusieurs choses. Dans un premier temps, ça va être un accompagnement de 12 mois pour vous aider à structurer et à accélérer le montage de votre projet. Donc, c'est un accompagnement qui est personnalisé, qui va se distinguer en deux grandes activités. Il y a d'abord des activités plutôt collectives avec toute la promotion de lauréats et PhD, des formations, des événements de team building, parce qu'effectivement c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec d'autres porteurs de projets qui ont des niveaux de maturité différents. Il va aussi y avoir pas mal de rencontres avec d'autres entrepreneurs deep tech, des chercheurs qui ont un parcours d'entrepreneuriat, pour vous aider à vous inspirer ou à faire des connexions avec d'autres acteurs du marché. Et ensuite, il y aura aussi du coaching et du mentorat plus personnalisé. Donc là, vous allez travailler avec une équipe de personnes qui ont l'habitude d'accompagner des chercheurs qui souhaitent monter des startups. Et en fonction de vos objectifs, vous allez être accompagné sur une durée de 12 mois. Via des sessions de coaching, des petites formations sur des thématiques quand même assez relatives à l'accès au marché, au financement, au recrutement, etc. Voilà, il y a tout ce package vraiment d'accompagnement. Ensuite, il y a une partie liée vraiment à la visibilité nationale. Donc, en tant que lauréat ePhD, vous gagnez, entre guillemets, le label concours d'innovation de l'État. Vous allez participer à des podcasts, à des événements, vous allez être mis en lumière dans des médias papier, web, via nos partenaires médias. Et si vous êtes aussi désigné Grand Prix ePhD, vous allez bénéficier d'un kit de communication vidéo de quelques minutes qui vous permettra de pitcher votre projet en vidéo, et ça pourra être utilisé pour pitcher à des clients, pour pitcher à des investisseurs par la suite. Alors ça, c'est tout nouveau, on vient justement de les choisir. C'est le collectif de partenaires qui vont justement vous accompagner en tant que lauréat et PhD. Sur la partie mentorat et coaching, on va retrouver Deep Tech Founders, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment l'expert Deep Tech pour accompagner les chercheurs à devenir des entrepreneurs. Avec lui, il y aura aussi Haddock Talent Management, qui est vraiment une référence RH qui a l'habitude, depuis de nombreuses années, d'accompagner des PhD dans leur gestion de carrière, que ce soit dans l'entrepreneuriat, mais aussi vers d'autres voies. Il y aura Auxentia. Auxentia, c'est une spin-off d'Oxford, qui est vraiment une référence mondiale dans le transfert de technologie et qui permettra aussi de vous offrir et de vous ouvrir des perspectives à l'international. Il y aura School Lab. School Lab, c'est un acteur de l'éducation qui va, durant les temps collectifs notamment, vous aider vraiment à développer votre esprit entrepreneurial et collaboratif. Et enfin, il y aura aussi des partenaires de communication, et parmi eux, Beyond Research, qui est vraiment un relais média spécifique et spécialisé autour de la communauté scientifique, qui a l'habitude, par différents réseaux, de mettre en valeur les chercheurs et leurs projets. Donc voilà les partenaires qui accompagnent les lauréats du concours. Et il y a quelques jours, on a aussi annoncé une nouvelle récompense pour les lauréats du concours ePhD. C'est un accès spécifique pour les lauréats à la bourse French Tech. Donc en bref, ce que ça vous permet d'avoir, c'est un accès à une subvention qui peut aller jusqu'à 30 000 € et qui peut couvrir jusqu'à 90% des dépenses éligibles de votre projet. Donc c'est un accès dédié, mais bien sûr sous réserve d'une instruction favorable de votre dossier, qui est accessible à tous les lauréats ePhD du concours, même les lauréats de 2019. Donc, si vous êtes lauréat de 2019, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus de ce côté-là. Et en fait, chaque année, il y a un nombre de bourses connues, et il va avoir un package vraiment dédié aux lauréats ePhD. Et cette bourse, elle est activable l'année suivante de votre prix et pour une durée de 2 ans.
Donc, si votre projet n'est pas encore assez mûr pour la bourse French Tech, juste après être devenu lauréat, vous avez un peu de temps pour l'activer. Donc voilà, les récompenses, au final, ça devient assez dense, c'est intéressant. Alors maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre comment finalement déposer sa candidature. Donc l'espace de candidature, lui, il est ouvert depuis le 24 novembre et il se clôturera le 9 mars 2021 à midi. Donc il vous reste un peu plus d'une douzaine de jours, si je ne me trompe pas. Donc vous avez en fait un petit dossier Word à compléter. L'an dernier, les dossiers qu'on a reçus n'excédaient souvent pas 10 pages. Donc si vous avez déjà un peu travaillé sur votre projet, normalement, ça ne devrait pas prendre énormément de temps à remplir. Vous avez aussi à produire une petite vidéo de présentation du porteur de projet et du projet qui doit faire une durée de maximum 100 secondes. Et ensuite, vous avez quelques docs complémentaires à ajouter sur la plateforme. Donc, c'est un dossier qui n'est pas trop lourd et qui n'est pas très complexe à mettre en place. Suite à ça, l'OTT qui vous accompagne dans la proposition de votre dossier devra quant à lui proposer une lettre de recommandation sur notre plateforme et il aura jusqu'au 26 mars 2021 pour le faire. Le 26 mars, on ferme l'espace de candidature et ensuite, sur les mois d'avril et de mai, il va y avoir un jury national qui est composé de représentants de startups deep tech, d'investisseurs, d'incubateurs, de représentants de grands groupes qui va analyser tous les dossiers de candidature qu'on aura reçus. Et au courant du mois de mai, vous serez notifié de la réponse du jury. En juillet, la date n'est pas encore définie. Il va y avoir une grande remise des prix de tous les concours d'innovation, donc ePhD, eLab et Innov, où tous les lauréats seront conviés. Et à partir de l'été 2021, démarrera les récompenses et l'accompagnement des lauréats. Donc voilà comment ça se passe cette année. Donc il vous reste une dizaine de jours pour candidater. Et juste pour revenir très rapidement sur la première édition du concours, donc en 2019, on a eu en tout 29 lauréats au concours ePhD, dont 7 grands prix, et on a eu vraiment des lauréats sur toute la France et sur un panel de secteurs d'activité qui est assez large. On n'a pas de préférence vraiment de secteur d'activité. Tous les projets basés sur une technologie de rupture peuvent candidater. On encourage aussi les projets SHS à candidater s'ils sont déjà accompagnés par un OTT ou par une SAT. On n'en a pas encore eu et on espère que ça arrivera cette année. Donc voilà pour ce qui est du concours ePhD. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions. On les prendra en fin du webinaire tous ensemble. Mais maintenant, je vais laisser la parole à nos témoins de la journée. Donc la thématique qui est traitée dans ce webinaire, c'est quel rôle, avec qui, la place des chercheurs dans la startup Deep Tech. Et les premiers témoins que je vais appeler sur scène, c'est Sophie Pellat, qui est co-directrice de l'INRIA Startup Studio, et Pierre de Beaucorps, qui est associé et fondateur de la startup Avacar. Alors, est-ce que vous pouvez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Bonjour Sophie. Bonjour. Et bonjour Pierre, ça va bien? Oui, oui, ça fait un plaisir très bien. Super. Enchanté. Enchanté, bah oui. Alors, on va démarrer les petites questions-réponses pour le webinaire et je vais commencer par une question assez simple, d'abord avec Sophie. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'INRIA Startup Studio, s'il vous plaît? Alors, avec plaisir. C'est vraiment une chance de pouvoir présenter ce que l'on fait à tout le monde aujourd'hui. Donc, INRIA Startup Studio, c'est le dernier né des objets imaginés par INRIA pour soutenir les startups. Ça fait 50 ans qu'INRIA existe, ça fait 40 ans qu'il y a des dispositifs pour soutenir les startups et pour le faire dès leur naissance. Donc, après avoir eu une filiale de coaching stratégique, après avoir eu une filiale fonds d'investissement avec un Startup Studio intégré, INRIA a mis en place un outil qui est un Startup Studio à l'intérieur même de l'entité académique pour pouvoir faire démarrer les projets au plus tôt. Donc, ça s'appelle le Startup Studio. Et en quelques mots, le Startup Studio, c'est un programme d'1 an qui permet d'apporter à une équipe entrepreneuriale motivée, une équipe, ça peut commencer à une personne, qui permet d'apporter 12 mois de financement, de salaire et un programme de travail. Et l'objectif, c'est d'avoir accompli en 1 an suffisamment d'exploration ensemble
pour que les porteurs puissent, à l'issue de ce moment, présenter un projet d'entreprise qui ait une certaine densité, c'est-à-dire qui ait un ensemble cohérent à la fois sur la techno, sur le marketing, sur le go-to-market, sur des éléments de financement, puis sur leur rôle personnel. Alors le point que j'ai pas dit, qui est une évidence, mais c'est important, ça me revient seulement maintenant, dans le parti pris d'INRIA, donc c'est une entité qui s'adresse uniquement aux startups deep tech numériques. Donc le mot deep tech, on l'interprète nous comme étant des entreprises portées par des gens qui ont une forte capacité technologique en numérique et en général avec un background scientifique. Et le point spécifique d'INRIA, c'est que cette science deep tech numérique, la science numérique, elle génère des actifs qui ne sont pas aussi solides d'un point de vue brevet et d'un point de vue évolution que les actifs des sciences, par exemple en médecine, en biotech. En réalité, ce qui se travaille est très plastique, et donc le véritable actif, c'est le cerveau des gens qui le conçoivent, et donc l'actif qui va se constituer progressivement, ça va être bien le produit qui va s'élaborer petit à petit. Donc le Startup Studio INRIA, il se concentre non pas sur la techno, mais sur les personnes qui ont envie de faire quelque chose et qui sont porteuses d'une capacité technologique et qu'elles vont mettre en œuvre progressivement au fur et à mesure de la construction du projet. Et si je peux juste énoncer grosso modo ce qu'on fait, pour situer par rapport aux personnes qui nous écoutent, quand on a une thèse ou quand on a réussi une thèse ou quand on a en place un actif technologique, enfin quelque chose, une techno, on va dire, eh ben on est encore loin de dont on a besoin dans une entreprise. Et il y aura 2 autres inventions à faire, 2 autres créations qui vont mobiliser beaucoup d'énergie. La première création sera faire un produit, c'est-à-dire quelque chose que quelqu'un utilise et qui donc sera construit comme un produit et préparé pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la première étape, et c'est du marketing produit. Et après, il faudra faire une nouvelle construction qui sera créer l'objet entreprise, qui sera le vecteur de développement entreprise, qui aura une vie propre dans un univers avec des acteurs, des compétiteurs, des clients et une trajectoire. Et donc, au Startup Studio, en fait, on prépare en prématuration avant la création toute la réflexion sur ces éléments. Voilà pour les grandes lignes. Merci. Alors, si on revient un petit peu sur la thématique du jour, comment l'INRIA Startup Studio va accompagner un chercheur ou un doctorant à trouver sa place dans un projet de start-up? Alors, oui, effectivement, le programme s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux vieux, si je puis me permettre. Quand je dis jeune chercheur, c'est pas en fonction de l'âge, c'est plus en fonction d'une personne qui vient de passer sa thèse. Oui, c'est en général corrélé à l'âge. Mais c'est vrai, dans Startup Studio, on a quelqu'un qui est en train de monter une entreprise et qui a fini sa thèse à plus de 50 ans. Donc, cette proposition reste vraie. Comment on l'accompagne pour trouver sa place? Déjà, on part du principe que le chercheur peut être l'entrepreneur et qu'il est de toute façon dans la discipline numérique l'entrepreneur du premier temps. Donc, dès le début du Startup Studio, on le considère comme l'entrepreneur. On a mis en place une méthodologie qui est un travail de type board d'amorçage avec de l'aide, des contributions de type action focalisée de proximité. Et donc, on va travailler ensemble dans la construction du chemin, parce que toute la question, c'est le chemin. Donc, on va travailler ensemble sur la construction du chemin au cours de board qu'on va vivre de 15 jours en 15 jours. Ça, c'est une moyenne, bien sûr, ça dépend des projets et des moments. Et notre travail va être d'être de l'aide à la réflexion, d'apporter d'expertise, de l'expérience, de cette culture d'investisseur d'amorçage qui nous amène à avoir ces regards un petit peu sur la durée et de proposer aux entrepreneurs, on dit aux entreprenants devenant entrepreneurs, eh bien de réfléchir avec nous, puis ensuite de prendre les décisions qui concernent leur projet, parce qu'in fine, le projet, c'est eux qui vont le porter, qui vont l'assumer, et nous, en tant qu'acteurs, à la fin, on ne sera que un membre très passif de l'actionnariat, puisqu'on n'aura que 5% sous forme de stock option, c'est-à-dire qu'on n'existera pas dans la vie opérationnelle de l'entreprise. Donc on est un lanceur qui considère chaque personne qui rentre comme un entrepreneur, qui s'adresse à lui comme un entrepreneur, et qui essaye d'apporter du métier, du compagnonnage, qui ouvre aussi accès à des formations qui permettent de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, ailleurs, pas avec nous, et pour que cette autonomisation sur cette fonction-là émerge. D'accord, merci. Et si... Et je voulais juste préciser, on ne donne pas la place, on n'aide pas les autres à trouver leur place, on sait où est notre place et on leur permet de trouver la leur. Voilà. C'est beau. Oui. Et si aujourd'hui, justement, un chercheur souhaite rentrer en contact avec l'INRIA Startup Studio, comment ça se passe?
Il nous écrit, il nous envoie, il nous contacte, il me contacte, sophie.pelat@inria.fr, il contacte le centre INRIA qui est dans sa ville, parce qu'il y a 8 centres en France, donc dans les grandes villes françaises, et il nous contacte en disant, voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi simple que ça. Et puis, il n'y a pas d'idée idiote, hein, il y a juste des choses qui collent ou qui ne collent pas avec le programme qu'on a. Donc, très bien. Et effectivement, c'est une bonne question parce que je ne l'ai pas précisé. Mais le programme mis en place par INRIA s'adresse à toute la science numérique française et donc dépasse les frontières d'INRIA, bien entendu, pour les personnes qui peuvent postuler à ce programme. Donc, c'est toutes les personnes qui portent un projet numérique basé sur une technologie de rupture. De rupture ou avec une forte intensité technologique, parce que la rupture, on ne l'a pas si souvent. On a en général des gens qui sont à la pointe de l'état de l'art, qui sont en avance de phase par rapport aux autres acteurs, mais ils ne sont pas systématiquement en rupture forte avec ce qui existe. D'accord. Merci beaucoup Sophie. On va passer la parole à Pierre de Beaucorps. Vous êtes associé et fondateur d'Avacar et vous êtes justement accompagné par l'INRIA Startup Studio. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre projet, Pierre? Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu pour cette boîte à questions. Pierre de Beaucorps, moi je précise que je n'ai pas été lauréat à IPHD, hein, c'est juste que du coup on m'a invité à partager humblement mon expérience d'entrepreneur-chercheur, mais voilà, c'est juste pour dire. Donc à la base j'ai un background d'ingénieur télécom avec une spécialisation plus sur les systèmes embarqués, et j'ai eu une vie aussi avant la recherche, à savoir que j'avais déjà créé une entreprise dans le domaine des objets connectés, donc je connaissais un petit peu le domaine de l'entrepreneuriat, même si on est loin d'en faire le tour, quel que soit le nombre d'années sur lesquelles on y travaille. Oui, est-ce que vous m'entendez encore? Super bien. Ok, j'ai un petit souci de son. Donc moi, je suis rentré à l'INRIA en 2016 pour y faire une thèse sur les véhicules autonomes dans l'équipe INRIA RITS, donc à propos de la planification de trajectoire en environnement très dynamique. Et donc j'ai fait un petit postdoc avant, et puis je me suis lancé donc dans l'aventure entrepreneuriale grâce à l'INRIA Startup Studio, donc qui était tout récent, qui a été créé fin 2019, et nous on est rentré en avril 2020, donc c'était vraiment le tout début. Et donc là ça va bientôt faire, on est bientôt aux fins de programme, donc on est bientôt aux 12 mois de l'accompagnement par Sophie d'ailleurs, entre autres. Et donc voilà, on va bientôt se lancer dans la création effective de l'entreprise. Après je peux y revenir peut-être plus tard. Un point juste sur le projet, du coup à Avacar on développe des solutions qui permettent de conduire à distance un véhicule. Donc ce qu'on appelle la téléconduite, ça peut être utilisé sur beaucoup de véhicules différents, que ce soit sur des voitures en autopartage, sur des navettes autonomes, dans le ferroviaire ou dans des différents véhicules industriels. Donc l'idée c'est que la conduite autonome aujourd'hui elle est loin d'être fonctionnelle partout tout le temps, notamment dans des environnements complexes comme au cœur des villes. Et donc la téléconduite ça permet aux gestionnaires de flotte de reprendre la main ponctuellement sur certains véhicules, donc qui ne sont pas gérés complètement par l'automatisation. Et donc l'idée c'est de pouvoir déployer dès aujourd'hui des solutions de mobilité qu'on imaginerait pour demain avec l'automatisation, mais on peut le faire dès aujourd'hui en gérant les 5% des cas qui sont trop complexes. Voilà. Après, je peux pitcher longtemps sur le projet, c'est peut-être pas le but, mais voilà. Donc derrière ça, il y a du coup des briques techno qui sont directement issues de la recherche. Nous, on travaille notamment sur la compression de données et sur l'utilisation du deep learning pour améliorer la compression de données de manière spécifique pour notre métier. Mais on a un petit peu la spécificité, je pense que c'est pas vraiment un projet de recherche qui a été amené dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un projet qui a émergé à être confronté en fait à la recherche dans le domaine, aux acteurs du domaine, de par ma thèse. J'ai compris qu'il y avait des éléments qui étaient intéressants, qui n'étaient pas résolus, notamment ces éléments d'avoir une solution de backup. Et donc c'est toute cette connaissance de ce qui se faisait tant dans l'état de l'art que chez les partenaires industriels qu'on avait, qui m'a fait dire il y a peut-être quelque chose à construire quand même. Et du coup, après, le projet, c'est de extraire les techniques et les algorithmes qui sont issus de la recherche pour en faire une solution vraiment déployée. Mais on n'est pas vraiment parti d'un algorithme précisément ou d'une approche particulière. On est allé les chercher, en fait, en ayant déjà en tête la vision de ce qu'on voulait réaliser. Ok. Et je crois que vous avez monté cette startup avec un associé. Comment vous vous êtes rencontrés et aujourd'hui, comment vous répartissez les rôles en fait de gestion? Ouais, donc mon associé qui s'appelle Pierre aussi. Donc c'était assez facile en fait. C'était un ami de longue date, Pierre. C'était un copain de promo d'école d'ingé qui avait vu ce qu'on faisait dans l'équipe RITS, qui était très intéressé par
par toutes les recherches qui étaient faites. Donc, il est venu en fait travailler sur la perception deep learning en tant qu'ingénieur de recherche dans l'équipe. Et en même temps, je commençais à cogiter le projet en fait un peu en amont. C'était déjà 2 ans avant de me lancer. Le projet prenait forme au moins dans. Il y avait un peu des blueprints de ce qui pouvait être fait. Et du coup, je lui en ai parlé en fait tout naturellement, et ça s'est fait assez facilement parce qu'il avait. Enfin, nos profils étaient complémentaires. Donc de fait, lui, il est plus ingénieur de recherche, mais vraiment à développer des algorithmes optimisés sur les approches qu'on développe. Et moi, je suis plutôt en amont dans l'aspect recherche, à essayer de nouvelles approches, à tester de nouveaux algorithmes. Donc, on se complète bien sur ces 2 phases un peu de maturation puis développement. Et puis après, moi, je prends la charge de vraiment diriger l'entreprise. Voilà, là-dessus, les rôles sont assez définis, plutôt ingénieur dev et puis plutôt chercheur CEO, quoi. D'accord. Et vous continuez à faire de la recherche à côté? Alors ça dépend. C'est par phase en fait. Au début du projet, plutôt, même si c'était quand même plutôt R&D, mais il y avait vraiment des phases où on se posait des questions quand même assez nouvelles, et notamment on devait définir des nouveaux concepts de métrique, parce que c'est des choses qui sont voilà, des secteurs qui étaient assez nouveaux. Mais assez vite, moi j'ai basculé quand même sur vraiment de la R&D pure, à savoir développer des prototypes. Même à aller faire du sourcing de composants pour vraiment avoir une réalisation technique, parce que c'est pas juste un algorithme, il faut vraiment l'embarquer après dans un système. Donc en ce moment, on est quand même plutôt sur une phase de R&D conceptuelle que de recherche. Donc on espère y revenir très vite. Moi, je sais pas en quelle mesure j'aurai le temps de faire ça, mais j'espère revenir au moins à 50% CEO et 50% vraiment chercheur. Après, c'est sûr que très vite, on va pouvoir recruter des chercheurs et des gens issus de la recherche, comme des ingénieurs de recherche, pour développer certains aspects. Moi, en tant que CEO, je pense que ça sera vraiment une partie du temps relativement assez faible quand même, pour être réaliste. Ok. Et si vous aviez justement un conseil ou peut-être une bonne pratique à partager avec des chercheurs ou des doctorants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Alors, il y a quand même le fait de bien profiter, je pense, de cette phase où anté-création, moi ça m'a été très profitable d'être encore avec on peut sortir l'étiquette j'ai fini ma thèse il n'y a pas longtemps, on peut sortir l'étiquette je suis ingénieur de recherche, on peut sortir l'étiquette je suis entrepreneur, le tout passe encore, et ça peut être très utile en fait pour aller chercher des gens différents, pour aller parler à différentes personnes de différents secteurs, d'utiliser les réseaux qu'on a, parce que c'est vraiment une phase où on doit parler de son projet, essayer de savoir un peu est-ce que ça peut intéresser des futurs prospects, ou comprendre où en sont les acteurs dans notre domaine. Et si je venais directement en disant, voilà, je suis créateur startup, j'ai ce produit-là, je travaille là-dessus, les gens ont un regard qui est quand même assez différent que si vous êtes, et ce qui est vrai, encore un pied dans la recherche et sans savoir exactement qu'est-ce que vous proposez. Donc faut vraiment utiliser à fond cette phase d'incertitude pour vous, qui est pas facile à vivre, mais ça peut être utile en fait pour aller justement démarcher d'une façon la plus pertinente en fonction de l'interlocuteur. Ok, merci beaucoup Pierre, et merci Sophie. Vous serez sûrement encore disponible pour la petite session questions-réponses à la fin. Et maintenant, on va passer à notre second binôme de témoins. Alors, j'ai perdu ma présentation, je vais vous la remettre tout de suite, juste avant. Voilà, parfait. Donc, je vais appeler sur scène Marie-Hélène Grammatikoff et Frédéric Projaska de l'Actips. Alors, bonjour Marie-Hélène, et normalement, Frédéric va arriver. Voilà. Si tout se passe bien. C'est le temps que ça se charge. Ouais, si le chercheur ne trouve pas le bouton. Si, il est là. Il n'a pas la vidéo, mais il est là. Frédéric, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, et vous? C'est parfait, ok. Et on m'interdit de mettre la caméra, le logiciel. Ah, bon, on fera sans la caméra, on a une photo de vous sur les slides, ça devrait suffire. Donc, bonjour à tous les deux. Vous êtes tous les deux cofondateurs de l'Actips. Marie-Hélène, vous êtes aussi CEO, et Frédéric, vous êtes directeur scientifique. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'Actips assez rapidement?
Alors, Si tu permets une chose, Fred, je pense que ce qui est vachement intéressant par rapport aux questions qui sont posées, etc., c'est que vous, au moment où on se présente, vous rendiez compte peut-être des complémentarités qu'il y a entre Frédéric et moi, et ça vous permettra de comprendre pourquoi est-ce qu'on a monté cette boîte ensemble. Ok. Pardon, Fred, d'avoir. Je Non, voulais non, juste pas dire de ça. souci. Alors, moi, je suis Frédéric Prochaska, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Saint-Étienne. J'ai fait une thèse dans les polymères, un postdoc aussi sur des biopolymères déjà. Et puis, au bout de 10 ans de carrière à l'université, hein, où je suis toujours d'ailleurs, j'ai voulu orienter ma recherche. Travaillant dans les plastiques, j'ai voulu donner un tour assez travailler tout simplement sur les matériaux biosourcés et biodégradables. Et puis, j'ai développé quelque chose autour de la caséine de lait pour en faire justement un nouveau plastique. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de monde. On a essayé de valoriser ça. J'avais pas du tout en tête l'idée de créer une start-up moi-même. J'avais même pas l'idée du tout qu'on pouvait créer une start-up sur cette chose-là. Moi, je cherchais surtout des sous pour développer, acheter des nouveaux appareils et puis essayer de le proposer à des plasturgistes, c'est-à-dire utiliser notre matériau pour faire des films qui vont être beaucoup mieux pour la nature, qui vont pas laisser de traces etc., etc. Et ça, c'était 2007. On a fait bon an mal an jusque dans les années 2010-2012. Entre-temps, on a quand même déposé avec mon collègue un brevet sur la techno. Et puis, le désir se faisait de plus en plus pressant d'essayer de valoriser cette techno. Et là, j'ai rencontré Marie-Hélène qui peut prendre la main à ce moment-là pour raconter dans quelles circonstances on s'est rencontrés. Moi, quand j'ai rencontré Frédéric, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que effectivement, c'était un entrepreneur. Il avait essayé son matériau auprès des industriels. Et donc, moi, je vais vous donner mon background. Je suis ingénieure en plasturgie, donc polymériste. Je connais la plasturgie. J'ai travaillé plus en création de grands projets internationaux. J'ai toujours bossé à l'international. J'ai fait de la vente, du key account, de l'industrialisation. Enfin, j'ai été directeur d'usine. Et surtout, à un moment donné, je suis devenue entrepreneur et je me suis passionnée pour la stratégie. Donc, j'ai été beaucoup formée en stratégie, ce qui fait que j'en ai fait mon métier. Et donc, je faisais du conseil aux dirigeants et notamment du retournement d'entreprise. Donc, c'est quand les entreprises sont en difficulté. Et je trouvais que les startups, c'était vraiment une entreprise en grande difficulté. Donc, ça fait, et je maintiens que c'est quand même les mêmes mécanismes au niveau du financement, au niveau de l'allocation des ressources, etc. Et donc, j'ai rencontré Fred, et même si j'étais devenue nulle en chimie, il n'empêche que j'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Et donc, moi, je l'ai tout de suite projeté dans la filière, puisque c'était ma filière de base. Et aussi, donc, je vais présenter maintenant le projet Lactips, qui est devenu une entreprise industrielle Lactips. Ça a été d'industrialiser, donc de passer du labo au pilote, du pilote à la machine industrielle, de la machine industrielle pour faire des granulés à faire du film industriel chez les partenaires, de ce film industriel qu'il sort tout le temps dans la même qualité de façon à pouvoir en faire un produit industriel, une application industrielle qui est sortie sur le marché. Vous voyez, enfin, le chemin a été long. Les allocations de ressources, elles ont dû se faire de manière hyper pointue pour arriver très, très vite en 6 ans et demi à devenir une entreprise industrielle. Ça a été extrêmement rapide. Je pense que c'est ce que reconnaît le marché à notre sujet. Et qui est-ce qui a fait la mise en relation entre justement vos deux profils? Est-ce que c'est une SAT ou est-ce que… Non, c'était un peu fortuit et je pense que Frédéric a fait beaucoup, beaucoup de salons. Et ouais, effectivement, c'est adressé aux SAT, etc. Mais donc, à travers le réseau, il y a une personne qui finalement nous a mis en relation. Voilà. D'accord. Ben moi, je suis en effet passé chez Pulsalis, qui avant s'appelait pas Pulsalis, c'était avant les premières SAT au début. Et puis, ils m'ont financé justement sur un appareil pour pouvoir gonfler, faire du vrai film
à une petite échelle pour faire des démonstrations. Et puis, comme disait Marie-Hélène, ils m'ont envoyé dans les salons correspondant à ce que je faisais, l'innovation, les Polytech, les rendez-vous Carnot, des choses comme ça. Et puis, bon an, mal an, j'ai rencontré la personne qui nous a mis en relation, qui m'a dit, mais oui, je peux éventuellement trouver quelqu'un, etc. Et comme il connaissait Marie-Hélène, il lui a simplement parlé du projet. Me connaissant depuis 2-3 ans, il savait que j'étais motivé. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rencontrés et tout de suite, ça a matché très bien, à tel point qu'on a créé l'entreprise 4 mois après s'être rencontrés, sans se connaître du tout avant, quoi. Okay. Ça, ce que dit Frédéric, c'est très important aussi dans les raisons, c'est que on s'entend très bien. Ça vraiment, même si je l'énerve et qu'il y a des fois il m'agace, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas d'accord, que lui il a une vision qui est une vision scientifique, technique, et que moi j'ai une vision plutôt stratégique, commerciale. Et du coup, ça frotte, hein. Mais c'est ça qui est bien. Parce que ça frotte, mais c'est pour le bénéfice de l'entreprise que ça frotte. D'accord. Et vous, Frédéric, vous continuez à être parallèlement enseignant-chercheur. Comment vous arrivez à concilier justement votre travail de chercheur et votre travail de conseiller scientifique chez l'Actips? Comment ça se passe? Alors, il y a un statut qui est vraiment incroyable dans les universités pour les enseignants-chercheurs. C'est qu'on peut demander à avoir un détachement de son université, hein, ça s'appelle le concours scientifique. On est détaché à temps partiel dans l'entreprise, sans perte de salaire à l'université, hein, ce qui est vraiment important parce que quand on se lance, on n'a pas forcément envie d'avoir justement une baisse de salaire pour créer une entreprise. Et on nous laisse un certain temps à disposition de la start-up pour l'aider, pour faire le lien entre l'université et la start-up. Ça, on a toujours gardé ça avec Marie-Hélène, hein. C'était important d'avoir toujours un pied dans l'université. Et on me permet de travailler à mi-temps dans la start-up, à faire la moitié de mes enseignements. Donc, je suis toujours enseignant, hein. J'ai une quantité de travail qui est surtout concentrée dans les 2-3 mois qui viennent. Mais, et puis, de l'autre côté, il y a un lien très fort. On peut aussi gérer avec des étudiants de l'université en alternance chez l'Actips, etc. Donc, moi, mon statut me permet d'être très confortable au niveau planning et timing. Et Marie-Hélène a bien compris qu'il fallait justement pas être trop distant de l'université Saint-Étienne. Et l'Actips a été créé très proche, on est logé très proche de Saint-Étienne, alors qu'on a fait l'expérience en étant logé à Lyon, où je perdais énormément de temps dans les transports en commun, des choses comme ça. Et voilà, c'était le compromis de pouvoir rester à disposition, si bien que moi, j'arrive à partager mes journées en 2, par exemple. D'accord. Et pas forcément les 2 premiers jours, les 3 derniers jours. Ça peut être le matin, je suis à l'Actips, j'aide à démarrer la prod, j'aide les gens à la R&D, et puis l'après-midi, je viens faire un cours ou une réunion à l'université. Nous, on est très, très imbriqués avec l'université d'origine. Et donc, on mène des projets avec l'université, on continue à avoir énormément de recherches communes. Du coup, c'est très confortable aussi pour nous que Frédéric il continue à avoir un pied dans l'université. Et c'est vraiment un gagnant-gagnant des 2 côtés. Je pense et pour Frédéric, c'est très important de continuer la recherche. Donc ça, on a bien compris qu'il avait envie de continuer d'être, donc, c'est vraiment très important de respecter ce que là où l'autre, quand on est un couple, hein, lui et moi, hein, mais voilà, donc dans notre binôme, c'est très important de respecter ce que l'autre a envie de faire et là où il est bon aussi. Donc, c'est là où on obtient les meilleurs résultats. Et rapidement, pour finir, si vous aviez un conseil justement à donner à un chercheur qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait? C'est de vraiment croire à son produit déjà, être très très motivé et se dire que oui, ça peut marcher, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas tant on croit à son produit, être très patient, c'est-à-dire trouver la bonne personne ou se lancer soi-même, mais et puis aussi faire moi, je suis persuadé et convaincu que
je ne pourrais pas du tout faire ce que fait Marie-Hélène. Vous voyez, elle parlait du côté stratégique, mais elle parle aussi, elle parle pas des conseils d'administration à gérer, elle parle pas des équipes à gérer. On est maintenant une cinquantaine à l'Actips de faire des choses comme ça. Il faut connaître aussi ses limites pour pas se prendre un mur de plein fouet, parce que moi, je suis chercheur, j'ai développé quelque chose de nouveau, mais je connais pas le côté mettre un produit sur le marché, développer à l'international, gérer des conflits internes au CODIR, des choses comme ça, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut bien se connaître, mais surtout pas hésiter et se freiner soi-même quand on croit aux produits qu'on vend, quoi. Enfin, aux produits que justement on veut développer. On a perdu Lola, j'ai l'impression. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On ne vous voit plus. Ah, super. Ok, bon. Alors, moi, je trouve que l'humilité de Frédéric dans le fait qu'il dise « moi, je connais mes limites et je veux quelqu'un qui soit bon pour diriger cette boîte avec moi », c'est ça qui fait notre succès. Parce qu'effectivement, on a chacun nos limites, on s'est bien répartis. D'abord avec Fred, puis avec tout le reste des équipes. On est 50, plus de 50 maintenant. Donc, la répartition des tâches, c'est vraiment important. Et le conseil que je donnerais aux jeunes chercheurs, c'est vraiment de bien s'entourer, de voir que la stratégie commerciale, il y en a qui font des doctorats aussi là-dessus. Donc, il y a des choses à apprendre. Donc, ça se trouve pas, c'est pas inné. C'est pas inné. Il faut vraiment bien se former et voilà, c'est un parcours. Nous, on fait ça en binôme. Ok, eh ben, super. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Et on vous retrouvera sûrement pour la partie, pour répondre à quelques questions tout à l'heure. Donc, je vais vous laisser quitter la scène et je vais accueillir notre troisième témoin, qui est Théo Perronin. Donc, Théo Perronin, lui, il a été lauréat Grand Prix ePhD et eLab en 2019. Bonjour Théo. Bonjour Lola. Et enchanté. Je vais, dans un premier temps, vous laisser vous présenter et présenter Alice et Bob en quelques mots. Ouais, donc Théo Perronin, je suis le CEO et cofondateur d'Alice et Bob, que j'ai créé en 2020 avec mon associé Raphaël Lescane, à l'issue de nos travaux de thèse sur les circuits supraconducteurs pour l'informatique quantique. Et le but d'Alice et Bob, c'est de développer un ordinateur quantique à base d'un nouveau type de bits quantiques supraconducteurs et ensuite d'essayer d'en rendre la puissance de calcul. Donc, c'est vraiment une start-up de recherche. La particularité du monde quantique, c'est que le marché potentiel est tel qu'on peut lancer une entreprise à un stade extrêmement amont de développement de la techno. Néanmoins, la vraie force de la start-up aujourd'hui, c'est pas tant la techno qui est très prometteuse et que Amazon commence à nous copier, mais c'est avant tout l'équipe de chercheurs qu'on a rassemblée qui représente le CNRS, INRIA, le CEA, l'ENS Paris, l'ENS de Lyon, les mines. Enfin, on a un petit peu de chercheurs qu'on a rassemblés autour du projet. Et d'un point de vue entrepreneurial, effectivement, moi à la base, j'avais pas une vocation d'entrepreneur. Je suis avant tout physicien. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un outil au service du projet, au service de la vie de la techno et pouvoir continuer l'aventure. Et donc assez naïvement, je me suis rapproché des organismes de proximité. Puis ensuite, donc pour moi, c'était la SAP Pulsalis parce que je faisais ma thèse à l'ENS de Lyon. Mon associé était à l'ENS Paris, donc on a aussi contacté le service valorisation de l'université PSL. Et puis on a rencontré Sophie Pelat et Hervé Lebré d'INRIA Startup Studio parce que on est très proche, on travaille en étroite collaboration avec des chercheurs de l'INRIA. Et grâce à toutes ces interactions, on s'est formé progressivement et on a suivi le cursus BPI en faisant donc candidature à la première édition d'iPhD, puis ensuite iLab. Et aujourd'hui, on continue à être accompagné par la BPI dans le développement de ce projet ambitieux. D'accord, merci Théo. Du coup, vous avez monté cette startup avec un associé. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment vous répartissez les différentes tâches aujourd'hui au sein d'Alice et Bob?
Donc, on s'est rencontrés en Master 2 de physique quantique à l'ENS Paris et on a fait notre thèse quasiment dans le même groupe. Enfin, simplement, ma moitié du groupe a déménagé à Lyon dans les cartons de mon directeur de thèse. Et on s'est réparti les rôles assez naturellement. Si on caricature un petit peu les techniques et mon associé de l'ENS, donc j'avais un certain appétit pour la partie entrepreneuriale que ne partageait pas mon associé forcément. Et donc effectivement, ça a été assez naturel de se répartir les rôles, moi en tant que CEO et lui en tant que CTO, même si aujourd'hui on réfléchit ensemble sur la plupart des problématiques qui se présentent. Ok. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes CEO. Comment vous vous êtes formé justement à tout ce que doit savoir faire un CEO aujourd'hui dans une startup? Pas du jour au lendemain, c'est sûr. Et je crois très sincèrement que je suis juste au début de mon apprentissage. Avant tout, ça a commencé par énormément de culture générale, de trajectoire entrepreneuriale. J'ai commencé à peu près en 2017 à lire un maximum d'histoires de start-up, je sais pas, Magic Leap, essayer de comprendre vraiment les histoires d'entrepreneurs, qu'est-ce qui marche pas, suivre des podcasts du Y Combinator, faire des formations proposées par la SAT, Pulsalis, puis ensuite par les Deep Tech Founders. Aujourd'hui, on est accompagné par le dispositif RISE du CNRS encore, qui continue à nous suivre. Vraiment, là-dessus, on est très humble, on demande conseils partout, puis ensuite on prend le temps de digérer ces conseils et de les sortir à notre sauce. Et maintenant que le projet fonctionne bien, on a même un coach particulier pour nous aider dans cette montée en compétences. Et justement, c'est quoi les prochaines étapes pour Alice et Bob? Alors, donc là, on a fait un tour d'amorçage très ambitieux de 3 millions d'euros, ce qui était une grande chance pour une startup en création. Mais ça reste très modeste par rapport à nos comparables et par rapport aux défis qui se placent devant nous. Et là, avec cette première équipe et cette première enveloppe, on est en train d'essayer d'avoir le premier bit quantique sans erreur avant Google et IBM d'ici la fin de l'année. Ok. Et si vous aviez justement un conseil à donner à un chercheur qui souhaite se lancer? Ouais, de faire comme s'il passait les concours du BCG ou de McKinsey, c'est-à-dire d'utiliser tout son bon sens pour faire calculer des ordres de grandeur sur des marchés. C'est tout con, mais c'est l'avantage des scientifiques en général, d'être assez à l'aise pour calculer quelques ordres de grandeur et se rendre compte si c'est crédible ou pas, si ça fait sens et quelles sont les hypothèses pour pouvoir se lancer dans un projet entrepreneurial ou si c'est absurde simplement économiquement. D'accord. Merci beaucoup Théo. Je vois juste une petite question de quelqu'un qui me demande c'est quoi le nom du podcast que vous venez de citer justement sur la formation des entrepreneurs? C'est pas un podcast, c'est un incubateur extrêmement célèbre, c'est le Y Combinator, oui, Y Combinator, qui a entre autres des cours qui sont disponibles en podcast. Ok. Eh bien, merci beaucoup Théo. Vous pouvez peut-être rester sur scène. On va passer à la partie questions-réponses. Donc, vous avez toujours un onglet questions. Vous pouvez poser vos questions ou voter pour les questions qui ont déjà été posées. Je vais vous laisser peut-être quelques minutes et juste avant, je vais vous parler d'une chose qui est le baromètre jeunes chercheurs et entrepreneuriat deep tech qu'on vient de lancer avec PhD Talent pour la 2e année consécutive. En fait, c'est une enquête qu'on mène cette année auprès de doctorants, de jeunes chercheurs et de leurs encadrants pour essayer de comprendre c'est quoi leurs connaissances, leurs envies autour de l'entrepreneuriat et autour de la deep tech. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'être expert ou même de connaître la deep tech pour répondre à ces questionnaires. Faut pas hésiter à y répondre. L'année dernière, on a eu, je crois, près de 2700 réponses et ça nous a permis justement de mieux comprendre le marché, de mieux comprendre les attentes des chercheurs et de proposer aussi des offres, des événements qui sont en adéquation avec vos besoins. Donc, vous pouvez utiliser les petits liens qu'il y a là pour répondre aux 2 questionnaires. Et à la fin de ce webinaire, vous allez aussi recevoir un email de remerciement où il y aura les liens. Voilà. Et je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais prendre celles qui sont
celles qui sont les plus votées. Alors d'abord, il y en a quelques-unes sur le concours ePhD. Il y a une question d'Anna qui demande si on est lauréat d'une bourse French Tech ePhD, on aura aussi le droit à la demande BFT émergence de 90K une fois l'entreprise créée. Oui, les deux sont possibles. Vous pouvez très bien demander l'accès à la bourse French Tech, puis plus tard, une fois que l'entreprise est créée, à la bourse French Tech émergence. Les deux peuvent se suivre. Voilà. C'était une question facile. J'ai une question d'Orlando. Est-ce qu'on peut candidater avec un équipier qui n'est pas doctorant? Alors, le concours ePhD, comme le concours eLab, il s'adresse en fait à des personnes physiques. Donc, finalement, le dossier, c'est un projet, un porteur de projet. Après, on va vous demander des informations sur qui est votre équipe, qui la compose, etc. Mais le lauréat ou la lauréate, ce sera qu'une personne physique, en fait. Voilà. Ensuite, l'accompagnement, du coup, sera dirigé vers la personne qui a candidaté. Mais si derrière le projet, il y a une équipe, l'équipe pourra bénéficier de certaines choses, notamment la mise en visibilité. Voilà. Alors, ensuite, quelle est la différence entre lauréat et grand lauréat? En fait, les grands lauréats ePhD, c'est simplement, parmi les lauréats, on va désigner une dizaine de projets qui, pour nous, sont vraiment les plus représentatifs du concours ePhD de l'année en cours. Donc, c'est pas forcément les projets les plus matures, c'est vraiment les projets qui, pour nous, ont le plus de potentiel. Donc, Théo, toi, tu étais Grand Prix ePhD, justement. Mais effectivement, à tes côtés, il y avait 6 autres grands prix et si vous aviez tous des niveaux de maturité un peu différents, certaines startups sont toujours pas créées aujourd'hui, d'autres ont déjà levé des fonds ou ont recruté plusieurs personnes. Donc, on va pas forcément s'attarder sur votre niveau de maturité, on va s'attarder sur le potentiel et la motivation du porteur de projet. Voilà. Et la différence, les grands prix en fait ePhD vont bénéficier en plus des autres récompenses d'une vidéo de présentation de leur projet avec une petite partie interview du ou des porteurs de projet et une petite partie en motion design pour expliquer le concept avec une mise en situation. Voilà. Alors, j'ai encore une autre question sur le concours. Faut-il avoir passé le premier concours ePhD pour se présenter au concours eLab? Non, pas du tout. En fait, quand je dis qu'il y a un continuum de concours d'innovation, c'est quelque chose qui est proposé par l'État avec des espèces de marches progressives. Mais si aujourd'hui, vous estimez rentrer dans les cases et avoir la maturité pour candidater directement à eLab, vous pouvez. Théo, je crois que vous aviez candidaté la même année à ePhD et eLab. Oui, en fait, dans notre trajectoire initiale, on visait l'iLab parce que c'était pas encore clair l'existence de la ePhD quand on envisageait Alice et Bob. Ça a été, disons que le concours ePhD nous est apparu à peu près en même temps, donc on a fait les deux la même année. On a remporté les deux en tant que Grand Prix. Ça a des timings différents. Au final, ça a été 6 mois très importants pour nous parce que on a eu la levée de fonds entre les deux. Et donc, le Grand Prix ePhD nous a vraiment permis d'avoir un label quelque part de la part de la BPI qui rassure les investisseurs sur la crédibilité scientifique du projet. D'accord. Je crois que j'avais vu passer une question pour Frédéric. Frédéric, je ne sais pas si vous êtes encore là. Si c'est le cas, je vous propose de remonter sur scène. Ah non, j'ai l'impression… Ah si, Frédéric est là. Hop. Je vous réinvite sur scène. Mais je pense qu'on y avait déjà plus ou moins répondu. C'est comment se déroule votre journée type en tant que chercheur dans la fonction publique et actionnaire de l'Actips en même temps. Après, s'il y a d'autres témoins qui peuvent répondre et qui sont un peu dans la même situation, qui continuent à faire de la recherche, n'hésitez pas. Je crois que Frédéric n'arrive pas à se reconnecter. Ah.
On va attendre quelques petites secondes. Ah, sinon, en attendant, j'ai une petite question pour vous, Théo. Quelle est l'origine du nom Alice et Bob? C'est justement en train de taper une réponse. Ce sont les personnages types qui représentent les points A et les points B dans les expériences de pensée sur les mesures quantiques. On va s'échanger des photons et il y en a un on va regarder les corrélations. En fait, si on veut montrer ce qu'il y a de vraiment exotique dans la mécanique quantique, c'est toujours lié à la mesure elle-même. Et pour se rendre compte de ces caractéristiques particulières de la mesure en physique quantique, il faut souvent prendre des personnages A et B. Donc c'est vraiment eux qui incarnaient le plus cette spécificité du monde quantique en ayant une certaine légèreté sur le fait qu'on n'essayait pas de noyer le poisson avec du quantum à toutes les sauces. Ok, merci. Du coup, là, on a une nouvelle question sur le concours ePhD. Est-ce qu'on peut candidater si on est docteur depuis plus de 2 ans? Oui, vous avez jusqu'à 3 ans après avoir soutenu votre thèse pour candidater. Donc, si c'est juste 2 ans, ça passe encore cette année. Et même peut-être l'année prochaine en fonction de la date à laquelle vous avez passé votre thèse. D'ailleurs, si vous avez des questions assez précises sur peut-être un cas de figure, où vous savez pas si vous rentrez vraiment dans les prérequis du concours, on a une adresse que je vais vous mettre dans le chat que vous pouvez utiliser. Donc c'est moi qui réponds aux questions. J'essaye d'être assez réactive parce qu'en ce moment, je sais que vous êtes pas mal à vouloir monter votre dossier, mais certains ont des questions un peu plus précises. Donc, vous pouvez juste m'écrire à l'adresse i-phd@bpifrance.fr et j'essaye de vous répondre dans la journée. Voilà. Alors, est-ce qu'il reste peut-être une dernière question qu'on n'a pas traitée ou qui n'a pas été répondue? J'ai l'impression qu'on a à peu près répondu à tout. On a une question de Christophe Rezeau qui demande qui évalue les projets, les business cases, la compétition, la différenciation. C'est très souvent un point faible. Alors, ça a sûrement peut-être trait au concours ePhD. En fait, le jury, il est composé de représentants de startups deep tech, de représentants d'incubateurs, d'accélérateurs qui ont l'habitude d'accompagner des startups deep tech, de fonds d'investissement, et aussi de représentants de grands groupes, souvent côté direction innovation. Et on va analyser en fait plusieurs critères en fait dans le dossier. Le premier critère qui va nous intéresser, c'est la motivation entrepreneuriale du porteur de projet. Ensuite, il y a tout l'écosystème qui accompagne le projet aujourd'hui, donc les ressources du laboratoire, par qui ils sont accompagnés. On va analyser aussi la maturité technologique, la propriété intellectuelle, le potentiel de valorisation et enfin le financement qui sera nécessaire de mobiliser pour pouvoir mettre le projet sur le marché. Donc au final, c'est une somme de critères et de sous-critères qu'on va analyser qui vont nous permettre d'avoir une note finale et de pouvoir classer les dossiers. Voilà. Et du coup, je vois que Frédéric nous a rejoint. Oui, c'était un peu compliqué, mais c'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors, mais je pense que vous aviez déjà plus ou moins répondu tout à l'heure. La question, c'était au final, c'est quoi votre journée type entre vos travaux de recherche et votre fonction chez l'Actips? En fait, j'essaye d'organiser mes semaines au mieux que je peux, c'est-à-dire généralement, c'est le lundi des réunions et des essais chez l'Actips. Je bloque mes mardis et jeudis pour mes cours, mon enseignement à la fac, et puis je gère un deuxième jour à l'Actips, et puis ça dépend vraiment des semaines, parce qu'il y a des semaines où on a beaucoup d'essais pour l'Actips où je peux passer 3 jours à temps plein, et puis me rattraper la semaine d'après sur des réunions à l'université ou les semaines où j'ai plus d'enseignement compensé. Donc il n'y a pas de journée type. J'essaye plutôt d'organiser mes semaines en respectant le 50% au maximum. D'accord. Ben, merci beaucoup. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Et je tiens à remercier tous les témoins du jour.
C'était vraiment intéressant. On a eu vraiment différents cas de figure et ça montre un petit peu toutes les potentielles places que peut avoir un chercheur ou un doctorant dans l'entrepreneuriat et toutes les personnes aussi qui peuvent les accompagner. Donc merci à vous et c'est le dernier webinaire la boîte à questions ePhD. Je pense qu'on vous retrouvera l'année prochaine avec d'autres webinaires. Et pour finir, je vais vous partager un petit questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à y répondre parce que si vous répondez au questionnaire, on vous offre un abonnement à un média qui s'appelle The Meta News, qui est une super newsletter sur l'actualité de la recherche. Donc les 5 premières personnes qui y répondront gagneront un abonnement d'1 an. Et pour tous les autres, ce sera un essai de 2 mois. Donc je vous invite à répondre à ce petit questionnaire. Ça nous permet de mieux comprendre vos attentes et vos besoins. Et je vais vous le partager. Je vais vous le partager tout de suite en call to action. Voilà. Donc je vais même le mettre dans le chat aussi. Le voici. Et je vais clore ce webinaire. Donc merci à tous et j'espère recevoir vos dossiers de candidature bientôt pour le concours. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.